Donc, en route donc pour un speed dating des inégalités scolaires, parce que je vais essayer en 10 minutes de montrer en quoi les mesures du choc des savoirs pour le premier degré ben, en fait, sont en cohérence avec celles qui frappent le second degré et que Guylaine a évoqué, notamment la question des groupes de niveau qui participent du tri social et les mesures qui vont concerner le premier degré vont aussi augmenter le caractère ségrégatif de notre système scolaire. En fait, c'est un fait établi que le système scolaire français est particulièrement marqué par son caractère inégalitaire et le poids de l'origine sociale dans la réussite scolaire. Ce constat, en fait, il est le fruit d'une conjonction de processus. Le premier, c'est un sous-investissement chronique. Euh, on est un des pays qui donne le moins d'argent à l'éducation parmi les pays développés de l'OCDE, mais aussi c'est le fruit de politiques éducatives délétères menées ces dernières années qui pourtant se targuaient de lutter contre les inégalités. Et en fait, avec Gabriel Attal, et c'est un fait inédit, la chose inégalitaire est maintenant assumée. Et lors de la présentation des mesures du choc des savoirs en décembre dernier, il a déclaré s'adresser d'abord aux Français des classes moyennes qui financent par leur travail le fonctionnement de nos services publics et dont les enfants seraient empêchés de s'envoler. Et il a déclaré par la suite que le taux de réussite au brevet et sans doute au bac diminuera dans les années à venir. J'en ai conscience et je l'assume. Et ce faisant, Gabriel Attal, ce qu'il assume explicitement, c'est le renoncement à l'élévation générale du niveau scolaire et à la démocratisation de la réussite scolaire. Alors, pourquoi fait-il ça? À quoi entend-il répondre? En fait, c'est une idée un peu ancienne d'une baisse de niveau, complète souvent évoquée pour justifier un certain nombre de réformes. Et cette baisse de niveau, elle s'appuie depuis plusieurs années, en gros depuis le milieu des années 2000, sur les résultats aux évaluations PISA. Et si la France se situait au début des années 2000 en bonne posture au niveau des évaluations PISA, on sait que depuis 2006, il y a eu un choc PISA français sur une baisse de niveau, un décrochage du niveau scolaire des élèves français. Si ça a l'air à peu près établi, par contre, il y a une erreur d'analyse sur les raisons de cette baisse, et c'est ce qu'on va voir par la suite. La diapo que je vous projette là, en fait, montre le niveau scolaire des élèves en fonction de l'origine sociale, ce que permet de mettre en évidence PISA. Et donc, on a sur ce diagramme-là la France comparée à un certain nombre d'autres pays de l'OCDE qui ont des niveaux socio-économiques équivalents. Et en haut, vous trouvez en bleu clair la performance à PISA des élèves issus des 25% des élèves issus des milieux les plus favorisés. Et en bas, en bleu foncé, vous avez à PISA la performance des 25% des élèves issus des milieux les plus populaires. Et si on regarde en fait ce graphique-là, ce qu'on peut constater, c'est que les élèves français issus des milieux les plus favorisés n'ont pas à rougir de leurs résultats par rapport aux autres pays de l'OCDE à niveau socio-économique équivalent. En fait, ces élèves-là se situent à peu près au même niveau. Là où le bas blesse, c'est en bas, c'est pour les 25% des élèves des milieux les plus populaires, où on constate que la France est vraiment très mal classée par rapport à d'autres pays où les inégalités sont moins marquées, beaucoup moins marquées, comme les pays qui sont tout à droite, la Finlande, l'Irlande, Canada, Corée du Sud ou Estonie. Donc en fait, loin d'un envol qui serait empêché pour les élèves issus des milieux les plus favorisés, là où le bas blesse et là où il y aurait quelque chose à faire, c'est par rapport aux élèves issus des classes les plus populaires. Autre constat qu'on peut faire par rapport aux évaluations PISA, c'est que ces inégalités se sont renforcées ces 20 dernières années. Elles étaient moins fortes au tout début des années 2000 qu'elles ne le sont actuellement. Alors, on n'aura pas le temps de faire la démonstration de toutes les raisons, de tout ce qui a conduit à cette augmentation des inégalités. Mais en fait, on pourra dire assez rapidement, donc je vous demande en fait de me faire confiance, enfin de me croire sur parole, enfin, surtout de croire sur parole les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de leviers utilisés ces dernières années qui ont exacerbé les inégalités scolaires. Et on pourrait définir trois types de leviers. Le premier, c'est les contraintes sur les contenus d'enseignement, particulièrement depuis Blanquer, avec les fondamentaux, le lire, écrire, compter, respecter autrui, en fait, qui a abîmé les contenus scolaires et notamment les contenus scolaires de ceux qui ont que l'école pour apprendre.
Deuxième levier utilisé, c'est l'individualisation du traitement des difficultés, l'individualisation des parcours scolaires. Et là, il y a un certain nombre de mesures, de l'aide personnalisée à l'APC, au PPRE, au stage de remise à niveau, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place et qui ont fait partie de l'augmentation des inégalités scolaires. Et le troisième aspect qu'évoquait Guylaine en introduction, c'est la question du contrôle des pratiques enseignantes, où on a eu, sous Jean-Michel Blanquer, une inflation de guides de prescription, de contrôle sur les contenus de la formation initiale et continue qui ont dégradé le métier et qui ont participé de l'augmentation des inégalités scolaires. Ça, c'était les leviers utilisés ces dernières années. Et si on regarde les leviers du choc des savoirs, en fait, on a les mêmes. On a les mêmes sur des mesures à peu près équivalentes. Alors, je ne vais pas développer sur la question des contraintes sur les contenus d'enseignement ou les contraintes sur les pratiques enseignantes qui relèvent des programmes et la labellisation, puisque ce sera beaucoup mieux fait par Sylvie Plane et Eric Roditi tout à l'heure lors de la table ronde. Je vais juste développer un petit peu sur la question de l'individualisation et du traitement des difficultés. On a, Guylaine l'évoquait, on a avec le choc des savoirs une articulation entre facilitation du redoublement et promotion de dispositifs d'individualisation situés en périphérie, en marge du temps de classe, notamment les stages de remise à niveau, qui auront un effet délétère. Et là, la recherche est quasi unanime sur cette question-là, même au-delà de l'unanimité. Et pour éviter tout procès en partialisme, je me suis permis de reprendre les conclusions d'un groupe qui s'appelle IDEE, Innovation, Données, Expérimentation en Éducation. Et pourquoi ce groupe-là plutôt qu'un autre groupe de recherche? C'est qu'en fait, ce sont des chercheurs qui sont très très proches du Conseil scientifique de l'éducation nationale, du CESEN, donc très très proches des politiques éducatives menées, et ils ont produit un rapport dans le cadre de la consultation sur le choc des savoirs, où ils font, sur la base de méta-analyse, le procès d'un certain nombre de dispositifs éducatifs qui peuvent être mis en place, et notamment la question des redoublements et des groupes de niveau. Et sur ces deux mesures, le rapport est très très clair. Ce sont des mesures qui vont exacerber les inégalités scolaires. Ils le disent pour les redoublements, de tels effets négatifs sont rares dans le domaine éducatif. Les redoublements sont un facteur d'accroissement de la reproduction des inégalités sociales. Ils le disent aussi pour les groupes de niveau, indiquant sur la base de méta-analyse que la création de classes ou de groupes de niveau a un effet négatif. Par contre, deux autres types de dispositifs ont de leur point de vue un effet positif. La question des groupes de besoins, c'est-à-dire réunir des élèves autour de difficultés passagères et de façon non inscrite dans la durée, qui a un effet positif, mais, et c'est un fait qui est très important dans l'école que l'on peut porter, la question des groupes hétérogènes, qui, de leur point de vue, et selon les méta-analyses qu'ils portent, une très forte efficacité pédagogique. Et ces éléments-là, en fait, on les retrouve un petit peu partout dans la recherche. On les retrouve dans les propos du CNESCO, de Marie Toulecteri, de Jean-Yves Rochex, et de tant d'autres chercheurs. Donc, je vous en ai pas fait la liste. Juste quelques citations. Sur le redoublement, le CNESCO évoque l'impact scolaire et psychosocial négatif sur les élèves. Sur la question des groupes de niveau de besoins ou sur les protocoles relevant de l'individualisation, Toulecteri évoque des risques manifestes de ces dispositifs-là pour des raisons didactiques et pédagogiques assez compréhensibles quand on y réfléchit un petit peu. C'est que d'une part, ces dispositifs qui sont souvent en marge du temps de classe, en fait, induisent une déconnexion des élèves en difficulté du temps didactique de la classe. La classe, pour eux, n'est pas plus le lieu de l'apprentissage, mais c'est le lieu où ils sont pris en petits groupes de façon individualisée. Et puis, du côté de l'enseignant, en fait, c'est un lieu où dans laquelle l'aide euh, est menée avec des exigences moindres, des exigences diminuées, soit parce qu'on a tendance à morceler l'activité intellectuelle en sous-tâches de moindre importance cognitive, soit parce qu'on réduit les exigences pour permettre à l'élève de réussir dans ce temps-là. Ce qui fait dire à Jean-Yves Rochex qu'en fait, entre indifférence à la différence et surestimation de l'indifférence, on en vient, en particulier dans ces dispositifs d'individualisation, à faire que nos élèves fréquentent des univers intellectuels et de savoir différenciés et inégalement productifs. Alors, juste dernier élément sur la question de l'individualisation, c'est des données tirées du CNESCO qui essaient de comparer l'ensemble des dispositifs qui avaient été mis en place pour agir sur le temps de classe. Donc là, vous les avez projetés depuis 1980, donc depuis Valéry Giscard d'Estaing, je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous. Euh,
Voici l'ensemble des dispositifs mis en place pour agir sur le temps de classe. Et maintenant, je vais vous montrer l'ensemble des dispositifs mis en place pour agir en périphérie du temps de classe, en marge, sur une démarche individualisée. Et on constate qu'en fait, depuis le début des années 2000, c'est ce type de protocole, ce type de réponse pédagogique qui est mise en avant par les ministères. Et en fait, ça s'est accompagné d'une augmentation des inégalités scolaires. Parce qu'en fait, ça répond à un modèle éducatif inégalitaire et les mesures de choc du savoir se situent pleinement dans cette vision-là. Il y a d'un côté la classe, le temps de classe, qui est construit autour d'un élève standard en réussite, et l'ensemble des dispositifs pédagogiques sont pensés du point de vue du ministère, orientés vers ces élèves-là, ces élèves dont on entraverait l'envol. Et pour les élèves en difficulté, en fait, ils sont renvoyés aux marges de l'école dans les stages de remise à niveau, dans les APC. En tout cas, ils sont plus au centre du système éducatif. Et l'idée qu'on voudrait défendre et qu'on voudrait porter à partir de ce webinaire Choc des savoirs et dans la suite du travail qu'on mènera avec la profession, c'est qu'en fait, un modèle égalitaire est possible. Un modèle égalitaire est rendu possible, notamment parce qu'en fait, il s'appuie sur un certain nombre de recherches en sociologie des apprentissages, des recherches en didactique qui nous renseignent, nous enseignants et enseignantes, sur ce à quoi il faut faire attention pour permettre à tous les élèves de réussir, et particulièrement ceux issus des classes populaires. La sociologie des apprentissages nous donne des outils pour identifier les malentendus, l'indifférence, la différence sociologique, la surestimation des différences, les aspects langagiers essentiels pour déplacer l'élève d'un rapport au langage qui obère la pensée vers un rapport au langage qui permet la pensée. Les recherches en didactique sont tout aussi importantes pour identifier les obstacles didactiques, la précision des langages disciplinaires, le regard sur erreur. Et c'est fort de ces recherches-là qu'on peut inventer une école de la réussite de tous, une école de l'émancipation qui s'appuie sur des enseignants et des enseignantes expertes et il y a des programmes qui défendent ça. Il y a des programmes qui se situent dans cette orientation-là, qui ont été élaborés avec des chercheurs et des chercheuses qui ont participé voilà, de ces recherches-là. Les programmes de 2015 et 2016 étaient dans cette veine-là.